Metin Arditi, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec un nouveau roman, Juliette dans son bain. On va parler de ça, de vous. Vous êtes personnage public depuis maintenant plus d'une décennie, ambassadeur de l'UNESCO, ancien président de l'OSR, juif, mais prenant des positions plutôt favorables aux Palestiniens. On dit plusieurs vies, ça vous va comme expression ? Si vous voulez, Ouais. ça ne me gêne pas. C'est l'année 2015 de vos 70 ans, c'est jamais indifférent, hein, le jeu des dates, avec une carrière d'écrivain relativement tardive. Vous avez commencé à écrire quand ? 50 ans. Ouais. Ça change beaucoup. Ça change tout. Ouais. Quand le succès arrive surtout, non ? Le succès, évidemment, il est bienvenu, mais ça change surtout parce que le regard que l'on porte sur le monde est totalement différent. On est mûr. On le devient. Hein. Vous êtes travailleur avec des résultats. Alors vous avez une réussite privée, vous êtes un homme riche, et une réussite d'écrivain qui suscite évidemment des jalousies. C'est un des thèmes du livre, hein. La jalousie, le succès amène forcément un contre-succès, le regard des autres. Oui, ça amène aussi une certaine incompréhension parce que les gens qui s'investissent énormément dans leur travail, comme c'est le cas de mon personnage, évidemment, abordent la société différemment. Ils sont moins disponibles à autrui. Et de cela aussi, on leur en veut. Je crois que c'est naturel, ça. Et puis, vous êtes un produit d'exportation suisse. Les écrivains suisses réussissant à ce point, ils ne sont pas si nombreux. On peut les compter sur le doigt de la main. Il y a évidemment Joël Dicker, il y en a quelques autres. Vous en êtes, édition Grasset. Vous êtes conscient de ça, je veux dire, d'être un représentant de la Suisse ? Non, je crois que là, il n'y a pas de frontière. L'écriture, c'est comparable à la psychanalyse. Il n'y a pas de frontière. Mais vous êtes très suisse, hein. Vous en parlez souvent dans les interviews, l'amour de la Suisse, l'attachement à la Suisse, le fait d'être un Suisse naturalisé mais aimant la Suisse, ça compte beaucoup pour vous ? Je suis très attaché à la Suisse, mais je crois aussi que cet attachement s'exprime le mieux lorsque l'on n'oublie pas d'où l'on vient et qui l'on est. Alors, on va revenir à ces différents aspects, mais d'abord, votre livre, Juliette dans son bain, c'est un roman presque policier. Il y a une forme un côté thriller, avec un milliardaire dont la fille est enlevée par un preneur d'otages mystérieux qui va demander que soient révélées des étapes de sa vie passée. C'est ça. C'est ça. On enlève la fille. Au lieu de demander une rançon, on dit « vous allez publier » à une cadence relativement lente pour que le grand public ait le temps d'absorber toutes les ignominies que vous avez commises. 10 textes, vous allez les recevoir, vous allez les signer, bon pour accord, et les faire publier à vos frais dans 3 grands quotidiens. Ça se passe à Paris, donc c'est Le Monde, Le Figaro et La Croix. Et là commence le calvaire, hein, des faits apparemment anodins, des souvenirs presque oubliés qui remontent à la surface. Il a dénoncé un camarade d'école dans un internat, le camarade s'est suicidé. C'est-à-dire, il y a ces lettres qui sont parfaitement exactes. Et quand on les lit, on se dit, cet homme est une crapule. Ensuite, cet homme s'explique à la police, pas en public, il ne peut pas, mais à la police. Il donne sa version des faits. Elle est également parfaitement exacte. Et on se dit, cet homme est formidable. Il y a quelque chose d'angoissant quand on vous lit, hein. On pense à Kafka, procès de Kafka, ou ces livres où il y a comme ça un sentiment diffus de culpabilité, d'abord qui paraît anodin, et puis on est tous coupables un peu, hein. On a tous des placards. On a tous des placards et on ne les connaît pas forcément très bien. Et au fond, le livre évolue dans ce sens où on a d'abord cette version très négative d'un incident, puis la sienne qui est parfaitement exacte et qui donne une image absolument opposée, et puis ensuite vient le doute. Vous racontez un monde très cru, hein, un monde où c'est difficile de dire qui est gentil, qui est méchant. Votre personnage principal, est-ce qu'il est gentil ? On ne sait pas trop. Moi, je crois que s'il fallait choisir absolument, je dirais certainement qu'il l'est. On lui reproche des choses qui sont souvent fausses. Est-ce qu'elles sont toutes fausses ? Je ne sais pas, et je ne suis pas sûr que lui-même le sache. Il est milliardaire,
ça compte beaucoup. Hein. Il va se rendre compte petit à petit que, bien que mécène, bien que très intégré, bien qu'ayant donné, etc., tout ça se retourne un peu contre lui. Hein. On lui reproche d'avoir été bon. C'est-à-dire qu'il y a une mise en cause fondamentale de l'acte du don. Est-ce que lorsqu'on donne, on est absolument sincère et sans arrière-pensée? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je crois qu'un sourire vient toujours avec une petite facture. Ah. L'intérêt, c'est un moteur très puissant. Hein. Ça se lit dans votre livre. Il y a une vision du monde qui est un peu désespérée, parce que ce que vous dites, c'est qu'il n'y a rien de gratuit vraiment. Oui, dans le sens que je viens d'indiquer, mais l'intérêt, disons, au sens matériel, pour mon personnage, je ne crois pas. Ah. Je crois que cet homme, qui a fait une grande fortune, aurait pu en faire une beaucoup plus grande encore s'il n'était mu que par l'argent. Mais cet homme a une spécificité qui est relativement rare dans le milieu des grands hommes d'affaires. C'est un homme qui est profondément cultivé. La culture surnage, les sentiments qui surnagent, les sentiments purement désintéressés, l'enfant, il est très inquiet pour sa fille, elle est enlevée, elle vous raconter, il y a des scènes assez terribles hein, où elle est enfermée, on la nourrit, il a peur qu'on lui coupe les doigts, parce que c'est ça la menace, hein, qu'on lui coupe chaque doigt les uns après les autres. L'amour d'un père ou d'une mère pour son enfant, ça c'est au-dessus. Oui, c'est bon, pour lui, donc si on regarde la génération d'avant, c'est l'amour qu'il avait pour son père, qu'il a vraiment fondé, cet homme, l'amour désespéré qu'il avait aussi pour sa mère, qui ne lui répondait pas comme il l'attendait, et c'est ce qui a aussi marqué sa vie, c'est ce qui a au fond rendu cet homme incapable d'avoir avec les femmes des relations positives. La puissance des rapports de force, chez les femmes, c'est très frappant. Il y a des pages très très cruelles. Hein. Il y en a une surtout où vous décrivez celle qui va devenir l'épouse de votre personnage, qui est attirée par son argent, mais aussi parce qu'il est brillant. Hein. Elle s'était dit à cet instant qu'il était laid, mais qu'il y avait beaucoup de mais. Laid mais riche, laid mais brillant, laid mais galant, laid mais laid, c'est-à-dire fidèle, un homme qui serait content d'être accompagné par une femme comme elle. C'est assez cynique comme vision de la vie. Hein. Disons, c'est cynique concernant cette femme, mais il y a d'autres personnes sur Terre, il n'y a pas qu'elle. Mais ce type de femme attirée par des hommes riches, vous l'avez connu par exemple, forcément. Je ne sais pas ce que vous entendez par là, je ne l'ai pas vécu personnellement. L'attrait de femme intéressée parce que vous êtes un homme fortuné. C'est assez normal, enfin, je veux dire, ça arrive. On peut être aussi très intéressé par la notoriété d'un jeune présentateur de télévision, fringant, sympathique. Vous êtes assez cruel hein, sur les journalistes. Il y a des portraits de journalistes dans votre livre qui ne sont pas très flatteurs et présentés comme un peu superficiels, désintéressés un peu des profondeurs. Il n'y en a qu'un que je présente comme superficiel. C'est un journaliste de télévision. C'est le présentateur du 20h. Voilà. Et alors ? Et alors, ici, c'est 19h30. Voilà, vous avez entièrement. Ça n'a rien. Le monde de l'argent, c'est un monde qui fascine, qui intrigue, qui suscite beaucoup de haine. Hein. Ça frappe dans votre personnage. C'est un personnage qui, a priori, devrait être aimé. Et puis, petit à petit, alors que c'est une victime, on dit, mais pourquoi il a donné de l'argent ? Est-ce qu'il n'a pas des raisons cachées, etc. Il y a de la haine. Vous savez, dans toute cette histoire, si j'ose dire, hein, il y a ces deux Juliettes. Qu'est-ce que c'est que ces deux Juliettes ? Ces deux tableaux d'une même personne, Juliette, peinte dans son bain. L'un des tableaux par Picasso à la manière cubiste, l'autre par Braque à la manière fauviste. Toute l'histoire s'incarne dans ces deux tableaux, qui donnent deux représentations totalement différentes d'une même réalité. Donc, quand vous me posez cette question, je n'arrive pas à y répondre parce que je ne sais pas, parce que je pense que les réponses sont multiples. Metin Erditi, votre parcours, il est connu, parce que je rappelais tout à l'heure, c'est un personnage public depuis très longtemps. Vous venez un peu d'un autre monde, hein, né en Turquie, dans une bourgeoisie orientale, cultivée. On y parlait toutes les langues, hein, c'est très frappant, français, allemand, espagnol, turc, grec. C'est un monde qui a disparu un peu, on pense à la bourgeoisie du Liban, bourgeoisie syrienne, égyptienne, en tout cas qui recule année après année.
Oui, alors certainement, c'est encore assez vrai au Liban. J'étais l'année passée, j'étais frappé. C'est en tout cas le cas à Istanbul. La ville a beaucoup changé. Il y a une nostalgie très forte de ça chez vous, hein. Vous dites c'était presque l'Empire ottoman. C'est une nostalgie à juste titre, parce que c'était magnifique. C'était une société extrêmement tolérante, très mélangée, très, très plurielle. Les religions coexistaient de manière étonnante, hein. On a parfois une vision un peu simplifiée entre juifs et musulmans, par exemple. Vous en Et étiez un entre exemple. juifs et chrétiens, entre juifs et chrétiens. Quand j'étais petit, le soir, je disais le Notre Père avec ma gouvernante, et de temps en temps avec mon père, la prière juive. Ça, c'est extraordinaire. Ah oui, on vous faisait dire Notre Père. On avait demandé, ma sœur et moi, à le dire parce que notre gouvernante nous a menés à l'église le dimanche, parce qu'elle s'occupait de nous le dimanche. Elle était autrichienne, était très croyante, catholique romaine, très croyante. Et donc mon père n'avait vu aucun inconvénient à ce qu'on aille à l'église. Et un jour, on avait demandé à notre gouvernante de nous faire réciter la prière catholique, comme on avait dit. Elle n'avait pas voulu. Elle dit, mais que dirait votre père? Et on avait dit, ben, allons lui demander. On avait été lui demander. Et dans sa grande sagesse, il avait demandé lui-même à notre gouvernante de réciter le Notre Père. Elle l'a fait. Et il a trouvé ça très bien. Voilà, ça c'était Istanbul des années 50. Aujourd'hui, vous revenez parfois à l'Orient par le biais de l'UNESCO, et vous êtes envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue des cultures. Ça vous a amené surtout chez les Israéliens et les Palestiniens. Vous avez pris des positions assez pro-palestiniennes en étant vous-même juif. Oui, disons, c'est des positions pro-palestiniennes, mais elles ne sont pas anti-israéliennes. Au fond, elles sont aussi pro-israéliennes que pro-palestiniennes. Je ne crois pas que l'on puisse être heureux où que l'on soit, de quel côté que l'on soit dans cette région, sans qu'il y ait une paix pour tout le monde. Il y a tout de même quelque chose de tribal. Chacun a tendance à aller dans un sens ou dans l'autre. Je me rappelle vous avoir décrit les checkpoints, par exemple. Oui. En étant au checkpoint avec soldats israéliens et civils palestiniens. Les checkpoints, c'est un truc épouvantable. Vraiment. Je l'ai vécu, mais je l'ai vécu doublement. C'est épouvantable pour ces jeunes Palestiniens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller faire un concert, hein, puisque nous sommes très actifs dans l'éducation musicale. Mais croyez-moi, quand j'étais là, j'étais triste pour les jeunes Israéliens qui devaient faire ce travail. Ça les détruit. Ça, j'en suis convaincu. Ce n'est pas une façon d'élever une jeunesse que de la mettre dans la position d'occupant. C'est un désastre. Il y a une lassitude dans l'opinion occidentale au sujet de la question israélienne et palestinienne. Souvent, au fond, les gens s'en désintéressent un peu. On a tellement parlé, on a l'impression qu'il n'y a jamais de solution. C'est sans fin. Je suis très pessimiste quand je fais une analyse. Je ne vois pas comment une solution à deux États peut se concrétiser compte tenu de la disposition des colonies, qui sont des constructions massives, c'est important. Et puis une solution à un État serait évidemment un désastre pour Israël autant que pour la Palestine. Donc quand je fais une analyse, je suis très pessimiste, et puis de temps en temps je me dis qu'il faut croire au Père Noël, alors je crois au Père Noël. Vous êtes d'un monde très cosmopolite, le mot revient souvent dans votre livre. Il y a le mot métèque que vous employez volonté. Vous étiez un métèque, c'est ce que vous dites un peu. Je le suis toujours. Vous êtes naturalisé suisse. Vous vous rappelez de ce moment-là? En général, les gens sont toujours... Bien sûr. Vous aviez 7 ans, je crois. Quand vous êtes venu en Suisse. Ah oui, quand je suis venu en Suisse, j'avais 7 ans. J'ai été naturalisé à 23 ans. Oui. Et comment c'était? Quoi donc? La naturalisation? Ah, c'est très émouvant. Moi, je suis très, très attaché à ce pays. J'ai grandi, je n'ai pas grandi dans ma famille. Je suis venu, on m'a mis dans un internat qui était au bord du lac. Et au bord du lac, dans une commune qui s'appelle Podé, et qui était à l'époque vraiment entourée de vignes. Ça a bien changé. Et donc, j'ai grandi dans une nature typiquement lémanique. J'y suis extrêmement attaché. Vous dites que vous aimez charnellement cette région du monde, vous l'aimez? Oui. Il y a quelque chose de physique là. Votre père a aimé ce pays de façon un peu carte postale. Il venait de cet univers de l'Orient, mais aussi du centre de l'Europe.
Écoutez, vous dites la NZZ, par exemple, c'était son livre, sa lecture oui, de chevet. Oui, c'est carte postale, oui et non, parce que c'était un homme très lucide et il connaissait évidemment, il connaissait très très bien l'Orient, mais il connaissait aussi ses failles et ses incertitudes et ce côté, comment dirais-je, gratuit qu'on peut trouver à un moment ou à un autre dans toute région de l'Orient. On ne sait pas ce qui peut se passer. La Suisse, c'était la garantie d'une vie paisible. C'était l'ordre, c'était des gens charmants, c'était des fonctionnaires à l'écoute. C'était des valeurs. Et donc mon père avait une vision carte postale, non pas parce qu'il était naïf, mais parce que la réalité s'apparentait à une carte postale. Qu'est-ce qui est resté oriental chez vous ? C'est difficile à vous dire. Je pense le goût de rester toujours un cran en arrière. Je vous disais au début de cette émission que j'aime la Suisse en étant moi-même toujours conscient de où je viens, et je crois que cette qualité d'étranger, parce qu'un oriental, il est toujours un étranger, il est profondément, génétiquement un exilé. Et je crois que je suis très attaché à cet héritage. Vous avez pris des positions publiques sur le vote du 9 février, le vote sur l'immigration massive. C'était un tournant pour vous dans l'attitude des Suisses vis-à-vis du monde ? Non, je crois que c'était un malentendu. La position que j'ai prise, c'était un article dans l'Hebdo où je disais qu'il fallait absolument négocier avec la Croatie. Je pense que ce vote-là était complètement... C'est un dérapage à la fois politique et médiatique. Vous êtes de ceux qui espèrent que les Suisses revotent sur les bilatérales, disent qu'ils aiment les bilatérales, c'est ça ? Certainement, oui, certainement. Oui, il y a une correction à faire. Il y a des personnes publiques qui ont promis une partie de leur engagement, parfois de leur nom, de leur fortune, comme Hans-Jürg Wyss dans ce combat. Oui. C'est votre cas, vous dites, vous engagerez ? Non, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans la politique. Je donne un sentiment, je donne un point de vue, disons entre guillemets intellectuel. Je l'ai fait après le 9 février, je l'ai fait pour les forfaits fiscaux également. Mais ensuite, lorsqu'on me sollicite pour participer au débat politique, je ne le fais pas. L'Europe, ce sera la grande affaire politique de la Suisse en 2015, en marge des élections fédérales. Est-ce que la Suisse sera un jour dans l'Europe, membre de l'Europe, d'après vous ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je me suis trompé dans le passé, lorsqu'il y avait eu la fameuse votation sur l'espace économique européen. Rappelez-vous de Lamura qui dit « c'est un dimanche noir pour la Suisse ». Et je me disais « quelle catastrophe ». Si on examine les faits depuis, qu'est-ce que l'on remarque ? Que la Suisse est un havre de paix, de bien-être, et que l'Europe ne va pas bien du tout. Donc, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Je me suis trompé dans le passé. Ça veut dire que si vous deviez voter demain, adhérer ou non à l'Europe, vous voteriez quoi ? Ah, je ne sais pas. Ah, vraiment, je ne sais pas. Et il faudrait vraiment que les conditions soient spécifiées. Mais certainement que je me souviendrai de mon analyse erronée de 90 ou 91, quand avait eu lieu cette votation, 92. Avant d'être écrivain, vous étiez homme d'affaires, vous avez fait des affaires un peu partout, aux États-Unis, en Italie, dans plusieurs pays d'Europe. Là, qu'est-ce qui fait cette différence suisse dont vous parlez profondément, d'où est-ce qu'elle vient ? Écoutez, je pense qu'il y a en Suisse des valeurs. Et ces valeurs commencent par le goût du travail bien fait aussi, le goût de la précision, pas seulement le travail de bête de somme, la précision, et puis surtout, ce qui est à mon sens la valeur cardinale, la qualité cardinale de la Suisse, c'est l'humilité, c'est la modestie. Et elle n'est pas feinte ? Non. Non, non. Regardez notre personnel politique. Comment il sait se comporter. On peut leur faire toutes sortes de reproches sur tel ou tel dossier, mais on le fait pour tout homme politique. Mais regardez, c'est absolument exemplaire. Je ne dis même pas comparer, parce que ce serait trop cruel. Mais Tina Arditi, la carrière
d'écrivain, vous l'avez engagé maintenant, vous avez eu quelques prix, des prix prestigieux, etc. Les grands prix littéraires, ça fait rêver toujours? Écoutez, on y pense, mais c'est difficile pour moi. Hein? En général, vous savez, les Goncourt sont réservés à soit à un premier roman, soit à un jeune écrivain. C'est souvent le pied à l'étrier. Il y a une tradition selon laquelle on achète sa maison avec son prix Goncourt. Je ne suis pas dans cette catégorie. Je suis très bien là où je suis. En revanche, le plaisir d'être lu est toujours là. Et c'est évidemment le premier des plaisirs, c'est celui d'être lu. Quand vous regardez des machines d'édition comme Houellebecq, qui domine par exemple ce début d'année 2015, Oui. Quelle réflexion ça amène? Écoutez, Houellebecq est un grand écrivain. C'est peut-être le plus grand écrivain français aujourd'hui. Et il a réussi un coup superbe avec son livre Soumission. C'est qu'à la fois, il livre un texte littéraire de haute tenue et à la fois, il aborde un sujet de société. On peut aimer, ne pas aimer ses idées. D'ailleurs, lui-même dit, ce ne sont pas mes idées, ce sont les idées de mes personnages. Et en cela, je le comprends parfaitement. Mais il a une grande habileté, et en même temps, un grand talent. Vous avez été écrivain très tôt et très tard. Hein. J'ai lu quelque part qu'à l'âge de 13 ans, vous avez quand même été publié une fois. C'était quoi ça? Une fois, c'était un conte que j'avais écrit pour ma mère, un conte de Noël, parce que je n'avais pas d'argent pour lui faire un cadeau. Vous vous rappelez encore Alors, ce conte? C'était un conte qui s'appelait Le fer à cheval. Ouais. Et c'était un chef comptable qui offrait à la femme de laquelle il s'était séparé un fer à cheval. Et puis ils se remettaient ensemble, imaginez-vous, à la fin. Hein. Quelle surprise! C'est curieux qu'il y ait une histoire de chef comptable dans votre premier roman. Le monde du commerce, que vous avez connu à fond, hein, et le monde des lettres, on a l'impression que c'est tellement éloigné, ça ne l'est pas forcément. Ah non, pas du tout. Je veux dire, si on veut réussir, que ce soit dans les affaires, ou que ce soit dans l'écriture, on doit être quand même mu par cette idée qu'il faut constamment aller à la recherche de la vérité. Et lorsqu'on l'a trouvée, il ne faut pas la lâcher. Elle peut changer, elle peut évoluer. En matière de commerce, c'est pas le préjugé. En matière de commerce, on se dit c'est pas la vérité, c'est la recherche de Non, d'avoir c'est la les gens. vérité. Absolument, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui, par exemple, sort un produit aujourd'hui et a un grand succès et ne se repose pas sur ses lauriers, se remet en cause, crée une nouvelle génération, c'est Microsoft, c'est Apple, c'est ces gens-là. L'effort chez vous, on a l'impression que c'est très fort. On ne réussit pas une carrière d'écrivain à 50 ans sans avoir un sens de l'effort et du travail poussé à l'extrême. Ça veut dire qu'on ne se relâche pas, qu'on ne se relâche jamais? Je dirais que ce n'est pas le mot. Ça veut dire qu'on est mu par quelque chose qui est très fort, qui va bien au-delà de la discipline. On me demande souvent si je suis très discipliné. Ça n'a rien, je ne serai jamais suffisamment discipliné pour faire ce que je fais si ce que je fais ne me semblait pas essentiel pour moi. Il y a une volonté quand même, une volonté presque magique de votre personnage dans le roman, quand il espère que sa fille reviendra. Sa fille a été enlevée, il a la pire inquiétude. Il compte jusqu'à 5 en se disant « elle va réapparaître ». C'est la superstition des gens qui ont une volonté folle, qui se disent « ma volonté va primer ». On sent que c'est vous, ça. Non, ça c'est croire au Père Noël. Ouais. C'est important. Vous disiez tout à l'heure que vous y croyez parfois. Oui, ouais. Absolument. Metin Arditi, qu'est-ce qu'on espère encore quand on en est là? Et publié chez Grasset, c'est très bien. Il y a quoi? Il y a l'Académie française, il y a quoi? On espère pouvoir écrire beaucoup. Non, là, vous êtes faux modeste, c'est pas vrai. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On espère pouvoir écrire de belles histoires et d'aller de plus en plus au fond des personnages. Et la finalité de tout cela, c'est de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et ses proches. Parce que lorsqu'on écrit, on ne peut pas juger les autres. On ne peut pas les condamner et on est obligé de les écouter. Et ça, ce sont des choses que l'on ne fait pas dans la vie de tous les jours. Donc on est pris dans ce sentiment, tout à coup, qu'en écrivant, on est un peu meilleur que la réalité.
La séduction, ça passe par quoi? Vous parliez tout à l'heure du produit, hein, les hommes d'affaires. Quand on regarde un livre, la couleur, etc., le titre, tout à l'heure on plaisantait sur le prix, il y a le prix en dernière de couverture, etc. Ce qui fait que l'acheteur, dans la librairie, y va, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça, c'est un grand mystère. Oui, c'est un grand mystère, je ne sais pas. Merci Metin Arditi. On vous lira Juliette dans son bain aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous.